Le premier sujet, c'est le changement climatique. Voyons ce que nous propose. Tiens, on va la retrouver. L'intelligence artificielle, ChatGPT. Ah non, ouais, allons-y quand même. Poursuivons nos réflexions avec cette deuxième table ronde sur les défis environnementaux que les départements accompagnent sur leur territoire. D'abord, le défi de la sécheresse. Je pense que les départements peuvent mettre en place des mesures de gestion de l'eau et aider à optimiser son utilisation. Puis, le défi de la transition énergétique. Là encore, les départements peuvent favoriser la coordination entre les différents acteurs et encourager la mise en place de projets collaboratifs. Autre piste, les dispositifs de rénovation énergétique des bâtiments ou la création de réseaux d'énergie verte. Enfin, le défi de durabilité du modèle agricole. Les départements peuvent soutenir les filières de proximité, promouvoir la consommation responsable, sensibiliser au label, aider la formation des agriculteurs. Ce sont de bonnes idées, non ? À vous de me le dire. On va voir ça. Alors, je vous demande en tout cas l'expert, l'alter ego d'Arnaud Duranton, en quelque sorte, l'expert qui intervient pour ouvrir le débat cet après-midi sur ces sujets, c'est Nicolas Pereira, entrepreneur sur les questions de transition écologique et président du World Impact Summit. Nicolas Pereira, s'il vous plaît. Alors, vous êtes Nicolas Pereira, bordelais, conseiller municipal d'ailleurs, vous avez un mandat, entrepreneur sur ces questions de transition écologique. Le World Impact Summit, vous avez formé une petite entreprise qui s'appelle Soliland, qui est une plateforme de financement pour développer des solutions pour la transition écologique. Mais qu'est-ce que c'est que ce World Impact Summit dans lequel les élus ont une importance et dont la prochaine édition est en 2024 ? Alors tout d'abord, merci de m'accueillir et bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être à Strasbourg pour participer à cette séquence. Alors effectivement, je suis entrepreneur. J'ai créé d'abord Soliland, qui est une plateforme de financement de projets environnementaux dans les territoires. Donc on est un acteur des territoires. Et également donc, ce World Impact Summit, qui est un sommet de solutions, un sommet économique et politique de solutions à la transition écologique, qui se déroule à Bordeaux. Parce que, au-delà du fait d'être élu à Bordeaux, et j'ai créé l'événement avant cela, j'ai une conviction profonde qui doit être partagée ici dans cette salle, c'est que les territoires sont au cœur et seront au cœur de la transition écologique et de l'acceptabilité de cette transition qui est aujourd'hui un enjeu majeur, et je pense que vous le savez bien puisque vous y êtes confrontés tous les jours. Avec une dimension qui est stratégique, les solutions, apporter les solutions, être concret, pas simplement dans l'affrontement idéologique. Alors, on va traiter, je l'ai dit, de l'eau, de l'énergie et de la ruralité. L'eau, d'abord, comment abordez-vous ce sujet alors même que l'on a bien compris depuis au moins les 2 dernières années que c'est devenu un sujet majeur pour nous, pour notre avenir ? Alors la question de la disponibilité de l'eau en général et de sa disponibilité, notamment de l'eau douce, parce que de l'eau sur la planète Terre, il y en a en quantité énorme évidemment, mais c'est la question de la disponibilité de l'eau douce, elle est fondamentale aujourd'hui. Alors nous, avec le World Impact Summit, nous avons tout un pool de solutions qu'on identifie au quotidien, d'experts avec lesquels on travaille pour justement préparer cette transformation des territoires et leur adaptation à cette question de la raréfaction de l'eau douce, qui va être le sujet majeur auquel vont être confrontés les territoires. À l'échelle nationale, les projections que l'on a sur la disponibilité hydrique sur les prochaines décennies, c'est que globalement, les territoires plutôt au nord vont voir un déficit de pluie par rapport à ce qu'on connaissait. Les territoires du sud-ouest vont plutôt avoir un surplus de précipitations, mais sur des temps plus courts. Et surtout, la grande question qui va poser problème et qui va découler sur les 2 autres thématiques que l'on va aborder, à savoir l'énergie et l'agriculture, c'est la question du stockage de l'eau naturelle, à savoir les glaciers, qui vont se faire de plus en plus rares et qui vont rendre l'eau douce moins abondante l'été, lorsqu'on sera en plus confronté à des épisodes de sécheresse plus forts. Et donc, ça va être un défi majeur de prévoir, stocker et s'assurer qu'on ait une sécurité d'alimentation et d'approvisionnement en eau douce. Alors vous le savez, mais on verra à les entendre avec le président des Deux-Sèvres, de la Haute-Vienne et de l'Aube, ils intègrent ces éléments d'analyse sur les enjeux à venir, évidemment, de l'eau. L'énergie et les énergies renouvelables, alors, là encore, l'enjeu, alors que l'on sait que, depuis le discours de Besançon, du président de la République, de Belfort, du président de la République sur la relance du nucléaire, les choses ne sont pas pour autant réglées. Et on veut développer du renouvelable. Et là encore, les territoires ont un rôle à jouer.
Oui, effectivement. Alors, je vais faire le lien avec la thématique précédente qui est celle de l'eau. S'il n'y a plus d'eau dans les fleuves, les centrales nucléaires fonctionnent beaucoup moins parce qu'elles ne peuvent pas être refroidies. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui qui est celui de l'étiage des fleuves pour permettre aux centrales nucléaires de fonctionner, y compris l'été pendant les fortes températures et fortes sécheresses. Et donc cette question de l'énergie, elle va reposer. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs en sont convaincus et vous êtes des acteurs qui participez à soutenir l'émergence de la décentralisation de la production d'énergie. Lorsqu'on parle de la relance du nucléaire, le président avait annoncé plutôt des petites unités de production d'énergie décentralisées dans les territoires plutôt que des gros projets d'EPR qui sont... Alors, il y a les EPR qui ont été annoncés, mais il a été annoncé la réflexion... Les SMR, deuxième génération. Qui permettrait de produire l'énergie au plus proche des territoires. Je crois que c'est là aussi où il y a un vrai défi, un vrai potentiel, cette décentralisation de la production d'énergie au plus proche des lieux de consommation, parce que transporter l'énergie, ça coûte cher. D'une part parce que ça en gaspille beaucoup, on a une déperdition, ça dépend des réseaux et de la tension sur le réseau, mais qui peut être de 15 à 30% en transportant l'énergie. Et donc produire l'énergie au plus proche, c'est un enjeu majeur d'économie et donc d'efficacité dans cette production et cette consommation d'énergie. Et d'où les ENR, les énergies renouvelables, mais aussi les Small Modular Reactors, les SMR, qui sont la deuxième vague de réacteurs du projet présidentiel. Et puis, non pas l'agriculture, la ruralité, ce n'est pas que l'agriculture, vous entendrez les présidents insister sur ce point. Comment la rendre plus durable, cette ruralité ? Alors, c'est vrai que sur la question de l'agriculture, je reviendrai après sur la question de la ruralité, mais sur la question de l'agriculture, j'ai une conviction que j'ai partagée hier soir, nous organisions notre remise de prix du Grand Prix Impact aux Beaux-Arts à Paris, et il y avait une grande catégorie sur l'agriculture, et l'un des lauréats nous a beaucoup émus, il est agriculteur, et il nous disait qu'il veut transformer l'agriculture et les agriculteurs en héros de la transition écologique parce qu'ils ont le potentiel de transformer ces territoires ruraux, de les adapter à la question climatique, de faire des agriculteurs les plus grands décarboneurs puisque les sols stockent énormément de carbone et l'agriculture est un levier majeur de stockage de carbone dans les sols. Et par ailleurs, l'agriculture, c'est aussi mieux manger, c'est la convivialité. Et tous ces enjeux-là étaient partagés par cet agriculteur avec beaucoup d'émotion. Donc je pense que l'agriculture sera au cœur de cette transition parce que les agriculteurs peuvent être des acteurs aujourd'hui sous-estimés de nos enjeux de décarbonation. Et donc la ruralité, par définition, c'est un puits de carbone qui va nous aider à atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Donc je crois en cette capacité de faire de la ruralité un acteur de la transition écologique. La centralisation fonctionne assez mal de mon point de vue, mais je pense que vous allez être nombreux à être d'accord avec ce point de vue. Donc la ruralité, un vecteur et un levier important de l'activation de la transition écologique. Alors on démarre avec le premier sujet, l'eau. D'abord, pour la première table ronde. C'est parti, jingle. Alors, j'appelle pour venir en débattre avec vous, Nicolas Pereira, Coralie Desnoux, la présidente du département des Deux-Sèvres, porte-parole de Département de France. Madame la Présidente, je vous en prie, prenez place. Avec plaisir de vous, là où vous voulez, plaisir de vous recevoir, voilà, allez-y, je vous en prie. Vous serez, voilà, le président Philippe Pichery, président du département de l'Aube, président de la Commission Développement et Solidarité Territoriale de Département de France. Monsieur le Président, je vous en prie, prenez place. Et Jean-Claude Leblois, président du département de la Haute-Vienne, président de la Commission Transition écologique et développement durable de Département de France. Président Leblois, je vous en prie. Je vous laisse prendre place parce que vous nous parlerez dans un instant, à la fin de ces trois plateaux sur la question de l'environnement, de ce livre vert, transition écologique par les départements. On y reviendra dans un instant. Mais on va commencer avec vous, Président Leblois. Prenez un micro. Voilà. Attention, je le répète, ne touchez pas l'antenne, mais plutôt vers le haut du micro. Comme ça, ça nous évite les soucis techniques. Alors, on va commencer avec vous parce que la Commission Transition écologique et développement durable d'EDF a donc travaillé, et c'est le fruit de ce travail, on y reviendra, sur la question de l'eau en particulier.
comment vous abordez le sujet? D'abord l'eau avant même qu'on aborde les réserves et la façon de la stocker. Oui, merci. L'eau, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet important aujourd'hui, mais je crois qu'en dehors de tout contexte climatique, l'eau est un sujet essentiel. Et c'est vrai qu'avec les phénomènes que l'on connaît aujourd'hui, les phénomènes de sécheresse, les phénomènes de réchauffement climatique, et je dirais plutôt de dérèglement climatique, l'eau est au cœur du sujet. Et pour l'eau, le contexte climatique est essentiel. Ce contexte change, il peut changer brutalement, et il fait prendre conscience que l'eau est importante dans la vie au quotidien. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes comportés un petit peu en enfants gâtés. Au sujet de l'eau, il suffit d'ouvrir le robinet pour avoir de l'eau potable. Donc les changements climatiques que l'on connaît, qui sont brutaux, nous font prendre conscience que l'eau est en effet une des premières victimes de ce changement climatique, de façon assez violente. Avant qu'on revienne sur les solutions et notamment faire évoluer les règles, la loi sur l'eau qui a vieilli, 60 ans, votre département par exemple, la Haute-Vienne, vous avez quoi? De l'eau en profondeur, de l'eau de surface, la situation à laquelle vous êtes confronté concrètement? Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'eau, lorsque l'on veut aborder la problématique de l'eau, on fait référence effectivement aux différentes lois sur l'eau. Il y en a une qui a été très importante, c'est celle qui a réparti l'eau sur des bassins versants, sur 6 grands bassins versants au niveau du territoire français. Et qu'après, si on regarde un petit peu plus à la loupe chaque territoire, on s'aperçoit que chaque département a ses propres caractéristiques et ses propres, bien entendu, particularités. Alors, nous, pour apporter une réponse sur l'eau, on a regardé un petit peu comment on se situait. Donc, la Haute-Vienne, tout est dit déjà dans le nom de notre département, comme pour beaucoup de départements. La Haute-Vienne, ça veut dire qu'on est traversé par une rivière importante, ce qui se jette ensuite dans la Loire, la Vienne, et haute, parce que nous sommes sur un bassin versant et un bassin où naît cette rivière-là. Donc, alors on se trompe si on pense que vous n'avez pas de problème d'eau, on pourrait penser que c'est... On se trompe parce que si on regarde un peu plus près, notre département, comme peut-être beaucoup d'autres, n'a pas de nappe phréatique. On n'a pas de nappe phréatique, donc on n'a pas de réserve importante, on a des roches cristallines, donc un stockage souterrain limité et qui provoque un déficit hydrique assez rapidement lorsque l'on a des étés assez secs. On en a vécu les dernières années où l'eau a été absente dans certaines communes et on a vu donc des transports d'eau d'une commune à une autre. Donc c'est cette prise de conscience qui nous a amené à faire une étude très très fine sur la présence de l'eau sur notre département. Et puis pour aller dans un deuxième temps sur une étude prospective, c'est-à-dire qu'on s'imagine quelle sera la ressource en eau, en qualité et en quantité dans 30 ans. Donc on s'est entouré de bureaux d'études qui nous ont proposé une cartographie, une analyse fine, mais une étude, si elle n'est pas partagée, elle ne suffit pas. Et en l'occurrence, juste un mot sur le résultat, inquiétante cette étude sur la Haute-Vienne ou à peu près rassurante? Comment? Cette étude que vous avez commandée, elle est en cours ou elle est faite? Alors cette étude, elle est partie avant les périodes de sécheresse, elle est partie en fin 2020. Ouais. Donc on commençait à anticiper. Donc on a 3 phases sur cette étude. La première, c'est celle d'un état des lieux complet, ce que je disais précédemment, avec aujourd'hui la prospective, c'est-à-dire qu'on regarde ce que sera l'état de nos réserves dans 30 ans. Donc il y a une anticipation sur ce changement climatique. Et la troisième étape dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est quels sont les scénarios que l'on peut mettre en place qui vont nous garantir aujourd'hui que dans 30 ans, on pourra toujours avoir de l'eau potable
quand on ouvrira nos robinets pour les générations qui viennent. Et ces scénarios, ils ne peuvent fonctionner, ce que je disais précédemment, que si le résultat est partagé. Alors on va revenir sur cet aspect, parce que ça c'est le débat sur les solutions, mais je me tourne d'abord vers vous. Même question, quelle est la situation aujourd'hui d'un département comme le vôtre, les Deux-Sèvres, dont on se dit aussi, oh, il est à l'ouest, il a de l'eau. Quelle est votre situation à vous? Oui, alors, comme la Haute-Vienne, hein, notre département, c'est les Deux-Sèvres, mais je crois qu'on a suffisamment fait l'actualité ces derniers mois avec Sainte-Soline pour se dire que l'eau, en effet, est un enjeu sur tous les territoires. Il faut bien avoir en tête que les acteurs sont les consommateurs et les consommateurs sont acteurs. Donc on se doit que tout le monde s'entende pour concilier les usages de l'eau avec la protection de la ressource. Et j'identifie 3 enjeux. Le premier, c'est la qualité. La qualité. La qualité, les départements sont pleinement en compétence, sont pleinement dans leur rôle. Et d'ailleurs, nous avons déjà les outils, que ce soit l'aménagement foncier, les périmètres de protection, même jusqu'à la préemption par nos ENS, et puis la mise en place de politiques agricoles, notamment par l'accompagnement d'évolution des pratiques comme les MAC, le sujet des cyanobactéries. C'est un vrai sujet. D'où viennent les cyanos, comment on les traite pour nous assurer de la qualité de l'eau. Le deuxième enjeu, c'est la quantité. Le sujet du stockage de l'eau dans tous les territoires. Autant ceux qui ont des nappes profondes que ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est en effet le cas du sud de Sèvres, avec les conditions qu'on connaît sur le réchauffement climatique. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la concentration et l'intensité des pluviométries en période estivale, les températures qui augmentent. Donc oui, nous devons avoir, nous départements, le courage de nous poser la question sur le stockage de l'eau artificielle en milieu naturel, comme les barrages, mais également les retenues de substitution différents. Puis je vais vous dire, on a été nombreux, des présidents à le voir. Depuis une semaine, je suis désolée, mais moi, franchement, de voir toute cette eau qui part à la mer en période hivernale, quand on va en avoir besoin pour cet été et qu'on ne puisse pas la retenir pour nos agriculteurs, parce que l'enjeu aussi, c'est la souveraineté alimentaire. Moi, je veux bien qu'on nous parle toujours des circuits courts, de la production de proximité, du maraîchage, mais à un moment donné, si on ne garantit pas l'eau à tous ces acteurs, parce que c'est simple, mais pour faire des tomates, on a besoin d'eau. Pour faire du fromage de chèvre, notamment le fromage de chèvre bien évidemment, il faut du lait de chèvre, il faut alimenter les chèvres, et pour alimenter les chèvres, il faut que les cultures bénéficient d'eau. Donc c'est très clair, il faut de l'eau pour garantir notre monde agricole et donc la vie sur nos territoires. Une fois que c'est affirmé, c'est essentiel, on reviendra au sujet que ça pose, c'est-à-dire dans les solutions, la question de l'acceptabilité, parce qu'on voit bien que c'est devenu éminemment politique et une source d'affrontement. Sur cette question de l'eau aussi, donc vous l'avez dit, il faut faire des choix, et vous avez fait celui des bassines, même s'il a été négocié et ensuite controversé. L'Aube alors là, l'Aube, c'est l'est de la région parisienne, du bassin parisien, d'énormes, on me dit que c'est le plus gros bassin aquifère d'Europe. Il y a les retenues de la Seine, on a même peur qu'il y ait trop d'eau sur Paris un jour. Bon, vous nagez dans le bonheur, si j'ose dire, Président Pichery. Je le souhaiterais, mais ce n'est pas aussi simple que ça. L'Aube a une histoire effectivement très importante avec l'eau et elle a des atouts, cette quantité d'eau. Mais là aussi, une approche, une gouvernance, ça fait 80 ans, d'ailleurs c'est aujourd'hui, que le syndicat des eaux a été créé, un syndicat départemental. Donc on a un outil de gouvernance qui nous permet d'appréhender cette problématique dans toutes ses composantes et avec tous les acteurs, parce que c'est un usage partagé, comme ça a été dit, avec tous les acteurs concernés. Et donc, il y a une stratégie aussi qui a été mise en place qui repose sur 2 piliers. Un observatoire de l'eau qui est effectif depuis 5 ans et qui permet de simuler un certain nombre de choses. Et puis, des schémas directeurs. L'Aube a été partagée en 10 secteurs.
et des schémas directeurs qui sont optimisés, et surtout les interconnexions entre les réseaux. ces réseaux. Parce que je pense, et ça a été dit, que la problématique de l'eau n'est pas qu'une question de quantité. C'est le triptyque quantité, qualité, sécurité. Ouais. C'est le triptyque que l'on doit traiter, et le département est très impliqué par cette démarche. Il finance l'Observatoire de l'eau, il financera un grand FEDER qui traversera tout le département. Qu'est-ce que c'est qu'un FEDER? Une canalisation de 350 mm sur 30 km qui permettra d'interconnecter les différents secteurs pour assurer cette sécurité. Ce que vous nous dites, Président Pichery, c'est que dans les différentes strates administratives qui ont été prévues par la loi sur l'eau, mais qui ont permis une gestion des bassins versants et très en amont, aujourd'hui, il faut un peu modifier ça parce qu'il faut que des acteurs comme les départements jouent un rôle déterminant. Et du coup, vous vous tournez aussi vers l'État pour dire très bien, mais on nous demande d'être les connecteurs des réseaux. On va le faire avec cette canalisation que vous évoquiez. Mais il faut le financer. Donc sur cette question du financement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, je vais vous surprendre. Pour moi, ce n'est pas la question essentielle. Et pourtant, elle est très prégnante. Pourquoi ce n'est pas la question essentielle? L'eau est un bien très précieux. Dans l'Aube, le prix moyen de l'eau, c'est 2 € le mètre cube. C'est-à-dire qu'on a 500 litres d'eau pour le prix d'1 litre de carburant. Oui, d'essence. On peut vivre sans carburant, peut-être difficilement, mais on peut vivre, on ne peut pas vivre sans eau. Et je crois qu'on doit avoir le courage de passer le message que ce bien précieux, demain, il va être à payer plus cher. Et d'autant, moi j'ai fait une étude, dans l'Aube, il y a 20 millions de mètres cubes qui sont livrés aux personnes qui sont abonnées. Oui. 20 millions de mètres cubes, si le département met 20 millions d'euros sur la table pour faire des investissements, et pour l'Aube, ce serait une très grosse somme. Eh bien, si on substitue à ces 20 millions de subventions un emprunt, avec une annuité d'emprunt qui sera d'1 200 000 € ça correspond à un coût supplémentaire au mètre cube de 6 centimes. De 6 centimes. Mais donc vous dites donc, quoi? Votre conclusion, c'est-à-dire qu'il faut parler franc aux usagers. Absolument. Et il faut être capable de faire payer le prix de l'eau à son prix, juste prix. Il faut être capable de faire payer le juste prix, mais il faut l'expliquer, il faut beaucoup de pédagogie. Je rejoins mon voisin, il faut faire des économies, il faut expliquer un certain nombre de choses, mais je pense aussi que nos départements ont un rôle de solidarité à jouer, solidarité entre territoires. Il y a des questions qui peuvent se poser sur l'écrêtement du prix sur certains territoires, et puis pourquoi pas la tarification sociale, le minimum pour vivre, des mètres cubes qui sont... Un peu comme il y a un prix de l'énergie social, vous voudriez qu'on invente un prix de l'eau qui serait pour certains en difficulté? En tout cas, je pense que c'est une réflexion à laquelle on n'échappera pas dans les années à venir. Président Leblois, cette notion de solidarité et vos revendications aujourd'hui, ou la façon d'interpeller l'État, c'est sur quel thème? Oui, je pense que la solidarité dans le domaine de l'eau est importante. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de bassin versant. Donc il y a nécessité d'avoir une solidarité de l'amont vers l'aval et aussi de l'urbain vers le rural. Que ce soit au niveau de quantité d'eau et aussi au niveau des coûts d'opération pour avoir de l'eau potable. Je pense qu'aujourd'hui, une des difficultés que l'on a, c'est que la gestion quantitative de l'eau ne dépend pas réellement d'une collectivité ou d'une autre. Il y reste un flou législatif dans ce domaine-là, et c'est pour cela que moi
je proposerais bien que l'eau soit une compétence départementale. Il faut que l'on puisse, en fonction de nos particularités, de nos spécificités, c'est nous qui connaissons le mieux le territoire et qui pouvons organiser une solidarité. Alors, bien entendu, qu'un bassin versant va bien au-delà d'un département. Eh oui, c'est l'objection que j'allais vous faire. Voilà, mais j'entendais déjà dans vos... bien entendu qu'il faut travailler avec des partenaires. Et si nous ne travaillons pas avec les agences de l'eau, avec tous les syndicats d'aménagement, on va passer à côté d'une politique assez comment dire, juste pour les années à venir de l'eau. Et derrière, j'ai entendu la problématique du coût de l'eau, tu l'as dit, et le prix derrière. Moi, je défendrais aussi un prix qui serait assez uniforme sur un département. Je pense qu'on a besoin d'une solidarité également au niveau du coût et du prix de revient. C'est beaucoup plus cher pour une partie rurale d'avoir de l'eau propre parce qu'il y a des réseaux, il y a des longueurs et il y a aussi du traitement qui est important à faire. Sur la partie urbaine, c'est d'autres difficultés, mais on a aussi plus d'abonnés au kilomètre, j'allais dire même moins que ça, beaucoup moins que ça. Donc il y a une réflexion que l'on doit avoir aujourd'hui pour que ce bien commun qui est l'eau soit l'enjeu des années qui viennent et que l'on puisse l'aborder de façon sereine. Surtout, je prends le cas du département de la Haute-Vienne. L'étude que l'on a faite, et je l'ai dit tout à l'heure, elle ne peut aboutir que si elle est partagée. Nous avons autour de la table tout le monde, c'est-à-dire les élus, les syndicats d'eau, les agences de bassin, l'État. Et je souhaite aussi que la Chambre d'agriculture nous rejoigne, qu'on n'ait pas uniquement des techniciens, mais qu'on ait des élus, parce que ce sont les élus qui doivent prendre des décisions dans ce domaine-là. Donc les élus agriculteurs des chambres d'agriculture. Exactement, ouais. Exactement. On n'arrivera que si cela est partagé. C'est un sujet qui peut être tellement conflictuel que si on n'arrive pas à l'aborder sereinement en disant que l'eau, c'est avant tout un atout et une chance de l'avoir, même sur un département comme nous, qui n'avons pas de nappe phréatique. On a beaucoup de petits cours d'eau, on a beaucoup d'étangs. Alors je fais la parenthèse avec les bassines. On n'a pas de bassines, mais on a beaucoup d'étangs. Mais on se rend compte qu'avec tous ces étangs, le niveau d'évaporation, le degré d'évaporation par an en année de sécheresse est considérable. Alors je ne sais pas si c'est la bonne solution. Bon, mais on voit bien, Coralie Desnoux, que l'idée des présidents Pichery ou Le Blois, elle est très claire, c'est que le sujet est tellement considérable et essentiel pour la vie de tout le monde qu'on ne peut pas le traiter sans partager les constats et les diagnostics et partager les solutions. Et pourtant, vous faites la démonstration, enfin votre département, malheureusement, avec Sainte-Soline, a fait la démonstration que même quand on est méthodique, ouvert, bienveillant à l'égard de tous les acteurs, ça ne suffit pas dans le partage. Comment on règle la question de l'acceptabilité et de la pédagogie nécessaire pour comprendre les choix technologiques que vous faites, des bassines ou pas des bassines, par exemple? Alors je vais être très claire. La France est un État de droit. Et dans un État de droit, les lois s'appliquent. Le sujet eau est beaucoup trop grave pour qu'on le laisse entre les mains de militants extrémistes qui s'emploient à politiser le sujet. Qui en fait... Je ne sais pas si ça veut dire oui, ça veut dire non, mais continuez. L'eau n'est pas un sujet politicien. Ces personnes sans légitimité démocratique bafouent le droit, bafouent les élus et donc bafouent la République. Je suis pour une gouvernance publique de l'eau. Et je demande que quand une décision est prise, approuvée, en plus en concertation, merci de l'avoir précisé, parce qu'en Deux-Sèvres, tout le monde et tous les acteurs, y compris les associations environnementales, ont signé le protocole. Je demande que quand une décision est approuvée en concertation et validée par le droit, qu'elle s'applique sans remise en cause, sans jugement, sans violence. Ces militants ne peuvent pas prendre en otage ni la population ni nos agriculteurs. Les élus sont la République, respectons la République.
Nicolas Pereira, qu'est-ce que vous inspire le débat qu'on... Parce qu'il y a une volonté de méthode, de connaissance scientifique des sujets, de diagnostic et de solutions qui pourtant suscitent des affrontements comme le montre cet après-midi. Bien, je pense que c'est une... De gens élus pourtant et qui sont censés respecter le droit. Effectivement, je pense que c'est une belle démonstration de la problématique que nous avons aujourd'hui sur ces sujets, qui est celle de l'information partagée, la vérité, entre guillemets, parce que c'est vrai que sur les questions de gestion de l'eau, moi, quand j'échange avec les agences de bassin, elles me disent les bassines, nous avons fait des études avec des hydrologues, effectivement, ça ne pose pas de problème. Et quand j'échange avec les assos environnementales qui sont en opposition, elles m'énoncent tout un tas de problèmes que je suis en incapacité de vérifier puisque je n'ai pas la compétence de l'hydrologue ni des experts qui sont mobilisés par ces associations. Et donc, ce que ça pose comme question, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer l'adhésion autour de ces projets pour un objectif commun qui doit être demain qu'on puisse tous avoir de l'eau. Et ça, c'est un enjeu majeur. Et les arguments que j'ai entendus contre les bassines étaient essentiellement le fait qu'on pompait de l'eau en sous-sol, mais a priori... chez eux, il n'y a pas de nappe phréatique, voilà, chez donc eux, il n'y a pas de nappe. C'est pas le cas. Pour remplir les bassines, donc je ne sais pas si c'est un vrai argument ou pas, mais en tout cas, je l'ai beaucoup entendu. Et le deuxième argument, c'est que c'est effectivement des étendues d'eau à l'air libre et que la majorité de l'eau va s'évaporer tout au long de l'année, notamment l'été quand il fait très chaud. Donc il y a une évaporation évidente. Et c'est ce qui crée l'opposition, sur lequel je pense qu'il y a une notion de consensus qui doit émerger, parce qu'on peut dire qu'il faut absolument respecter le droit. Et moi, je suis tout à fait pour, en tant qu'élu, qu'on respecte le droit, la décision, la concertation, etc. Et le fait est que quand il y a des mobilisations de ce type, il faut aussi pouvoir entendre quelles sont les revendications et comment est-ce qu'on explique, on informe, on s'assure que ces projets qui sont mis en œuvre soient bien compris par l'ensemble de la population qui vont à la fois vivre auprès de ces espaces et puis ceux qui viennent de plus loin parfois pour s'y opposer et qui doivent quand même être pris en compte. Donc c'est toute la difficulté du débat et qu'on voit là émerger dans les réactions du public. On ne pouvait pas être exhaustif, on n'a pas tout dit, mais voilà, vous avez bien montré où on en est de la réflexion. Je voudrais qu'on remercie les trois présidentes et présidents sur ce sujet de l'eau. Merci à vous. On va passer au deuxième débat sur l'énergie. Jingle. Et j'appelle pour le débat sur l'énergie que nous allons avoir maintenant, et notamment les énergies renouvelables, Madame Martine Vassal, la présidente du département des Bouches-du-Rhône, qui nous rejoint, s'il vous plaît. Madame Vassal, je vous en prie. Alain Leboeuf, président du département de la Vendée, président du groupe de travail énergie renouvelable du département de France. Je vous en prie, prenez place, prenez place. Ah ben, je vous en prie, bien sûr. Et puis Germinal Perrault, le président du département de la Dordogne, vice-président de la commission Innovation numérique et intelligence artificielle de département de France. Et Nicolas Pereira est toujours avec nous. Je vous en prie, prenez place. Comment allez-vous, président? Alors, président Leboeuf, je commence avec vous. Le groupe de travail ENR, département de France, comment accompagner vos territoires et vos populations dans les nécessaires transitions et le rôle du département dans ce contexte, car vous n'êtes pas toujours le chef de file des opérations qui se mènent. Alors comment vous voyez la problématique et les suggestions que vous voulez mettre en œuvre? Oui, merci pour cette question. En fait, bon, on le sait tous, il y a urgence climatique. Et celui qui vous parle, c'est un président d'un département qui a 273 km de côte sur le bord de l'Atlantique. Nous venons de vivre ces derniers jours, les uns et les autres, vous avez pu constater cette difficulté au moment où les coefficients de marée auraient pu à nouveau provoquer l'accident majeur que nous avons connu en Vendée avec Zindia par exemple, 29 morts. Ça aurait pu se reproduire si dimanche, il y a 8 jours, en même temps qu'un coefficient élevé, on avait eu à ce moment-là les tempêtes qui ont eu lieu quelques jours plus tard. Heureusement, on a échappé. Donc cette urgence climatique, elle est bien au cœur de nos territoires et elle n'est pas que sur les départements côtiers.
Et on le sait, les départements sont ce maillon de proximité qui doit, entre des planifications qui peuvent être imaginées au niveau régional et des concrétisations au niveau communal, qui doivent être justement le maillon qui manquait pour organiser globalement sur les territoires une répartition de la production, en particulier des énergies renouvelables. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est à une période où c'est une chance inouïe. Nous arrivons désormais à produire de l'énergie, j'allais dire, à partir de ces technologies nouvelles, à partir du vent, à partir du soleil, à partir des produits méthanogènes. Nous pouvons fabriquer au cœur de chacun de nos départements une énergie reproductible et une énergie que l'on peut consommer en proximité. Comment arriver à obtenir qu'il y ait une cohérence entre les schémas nationaux dont on sait qu'ils sont à la fois massifs et en partie nécessaires, et en même temps des schémas locaux que vous pourriez piloter sans forcément avoir toutes les ressources. Comment vous imaginez ça dans ce groupe de travail DF ? Alors justement, on a eu beaucoup de réunions. Je remercie à nouveau tous ceux qui ont participé à ces groupes de travail. On a eu un travail vraiment très très fructueux grâce à vos participations. Très concrètement, en fait, nous ne sommes pas les seuls à travailler sur ces sujets. Il y a eu les PCAET qui ont été travaillés avec l'ensemble des communautés de communes ou comités d'agglomération ou autres. Ces PCAET qui fixent des objectifs et qui sont déjà une première base. Mais encore une fois, l'échelon départemental permet justement d'imaginer une cohérence territoriale suffisante. On le voit, quand on laisserait uniquement des développeurs sur, prenons l'exemple de l'éolien, on l'a vu ici ou là, des développeurs qui s'intéressent à nos territoires parce qu'ils ont vu qu'il y avait des courbes du vent qui étaient plutôt confortables. Eh bien, là encore, si on les laisse faire uniquement sans qu'il y ait une parole forte d'un département, d'un président, d'une présidente de département qui disent « attention, on ne fait pas n'importe quoi chez nous ». Parce que si on veut ce que la loi est en train d'essayer d'imaginer, l'accélération du développement des énergies. Il faudra qu'on puisse le faire avec nos populations. Et c'est ça, l'acceptabilité là aussi est clé. L'acceptabilité est une condition sine qua non à la réussite. Et c'est pour ça qu'il faut associer à la fois les élus locaux, bien évidemment, et encore une fois, eh bien, l'échelon de proximité qui arrive à engager un territoire suffisamment large sans qu'il soit démesuré. Vous voyez de quoi je veux dire, c'est le département. Oui, très bien. Alors, Martine Vassal, donc je rappelle que évidemment vous êtes présidente du département des Bouches-du-Rhône, mais aussi présidente de la métropole d'Aix-Marseille, ce qui signifie que là vous avez des responsabilités directes en matière d'énergie. Vous avez déjà engagé de nouvelles infrastructures en la matière. Décrivez-nous ça, s'il vous plaît. Alors tout à fait, nous avons la chance, moi j'ai une particularité d'être double présidente et nous avons créé une SEM justement, une SEM énergie, pour permettre justement de trouver le meilleur moyen, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que on est conscient que l'énergie entraîne des problématiques climatiques, donc ça je crois que toute notre population l'a bien compris, à force d'avoir des phénomènes comme nous avons où il pleut beaucoup, des inondations ou des feux importants, on comprend bien qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est quelque chose de vital. On comprend bien que les énergies fossiles, c'est terminé, et donc il faut bien les remplacer. Donc nous avons, et il faut les remplacer sans polluer. La difficulté, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait de l'électrique qu'on ne pollue pas. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas la connaissance de l'énergie de demain. Quelle sera l'énergie de demain ? Pour l'instant, on ne la connaît pas véritablement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aider à faire de l'énergie renouvelable. Bon, nous, on a un territoire où il y a de la chance, on a du soleil, on a de l'eau, puisqu'on fait de la géothermie, et on a également du vent, donc on fait de l'éolien. Donc ce qui fait qu'en ce moment, on est en train de mettre en place tous ces dispositifs, avec aussi de l'hydrogène, notamment de l'hydrogène vert, où on veut être distributeur et producteur. Donc là, on travaille de manière très forte. Mais je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, parce qu'on ne peut pas contraindre systématiquement.
Je crois que la population est sensibilisée. Maintenant, il faut inciter les populations, et qui mieux que les départements, les élus locaux, avec les maires, peuvent le faire. Il y a une prise de conscience totale. Il y a une prise de conscience aussi qui vient aussi du fait du coût de l'énergie. Parce que le coût de l'énergie, on voit les factures, hein, et on voit les factures et on voit ce que ça implique pour chacun et chacune. Donc on est contraint de faire attention à l'énergie que l'on produit. Les départements stricto sensu n'ont pas le statut pour pouvoir engager des infrastructures sur ce point. Il faut passer notamment par une SEM. Pas obligatoirement. Nous, dans les Bouches-du-Rhône, nous sommes en train d'installer sur une 50aine de collèges des panneaux photovoltaïques. Par contre, il faut que le gouvernement soit à notre écoute. Parce que quand on veut remettre de l'énergie dans le réseau, on ne peut pas toujours le faire comme on le souhaite. Quand on veut installer des panneaux photovoltaïques, on a de la zéro artificialisation à travailler. Donc tout ça, c'est une co-construction qu'il faut faire aussi avec le gouvernement. Et il faut peut-être aussi voir un peu avec les préfets, pour que les préfets aient un peu plus de main sur certains organismes, comme la DREAL par exemple. Parce que quand on voit les efforts que l'on fait, l'argent que l'on met pour pouvoir aménager nos territoires et voir que ce sont certaines personnes qui nous bloquent complètement parce qu'il manque 1 mètre carré à compenser, je pense qu'on n'est pas dans la bonne lignée des enjeux. Donc il faut effectivement trouver des solutions, mais aussi il faut penser que la gestion, elle a un coût, donc il faut nous laisser cette liberté. C'est là où effectivement la SEM peut aider. Donc nous, notre territoire est un peu particulier pour ça, mais en tout cas, c'est sûr que les départements sont la bonne échelle pour pouvoir le faire. Président Leboeuf. Oui, tout à fait. Martine, tu fais bien de parler des SEM, des sociétés d'économie mixte. Alors, tout à fait, ou des établissements publics locaux d'une manière générale. Et je remercie les uns et les autres. Vous êtes un certain nombre à être venus voir ce qu'on fait, par exemple, en Vendée avec la SEM Vendée Énergie, ce qui me permet aussi de rajouter que dans les acteurs que nous avons au sein de nos départements, nous avons aussi les syndicats d'énergie. Alors je sais qu'à certains moments, les relations peuvent ceci, cela, mais je pense que c'est un autre acteur. Mais néanmoins, ça n'empêche pas que le département doit être celui qui coordonne le global. Alors quant aux sociétés d'économie mixte, là nous avons vraiment un outil majeur à notre disposition dans lequel on peut intégrer les départements. Et moi, je nous invite très largement, pour montrer à nos populations que les départements sont acteurs, sont engagés dans cette transition énergétique, eh bien, je nous invite à penser cet outil majeur qui n'engage pas énormément de finances. Il suffit d'un peu de finances au départ dans des capitaux qu'il faut apporter, mais comme le nom l'indique, ce sont des sociétés d'économie mixte. On peut aller chercher d'autres capitaux et après lever l'emprunt avec des revenus, puisque en face, lorsque on produit de l'énergie, on peut avoir des revenus. Donc j'insiste vraiment là-dessus et profitons de ces assises pour se le dire. C'était l'objet du travail de la commission. On a eu une commission entière sur ce sujet des établissements publics locaux. Encore une fois, l'ADF reste à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner, mais il y a un enjeu majeur autour de l'énergie dont les présidentes et les présidents de département doivent impérativement se saisir. Vous évoquez à l'instant l'engagement des départements de manière structurelle. J'ai en mémoire l'exemple du territoire de Belfort, on parle d'éolien, on parle de photovoltaïque, mais qui investit aussi dans l'hydrogène, par exemple, puisque ce secteur, Belfort, Besançon, est très engagé dans le développement de la filière hydrogène. C'est un des lieux. Juste, je vais me tourner vers Germinal Perrault. La Dordogne, alors, est-ce qu'on parle seulement méthanisation ou comment se pose la question des énergies renouvelables et de la décarbonation chez vous? Avec quel engagement de votre département? Alors, on se la pose comme tous les départements français parce qu'on est au cœur d'une compétence d'aménagement du territoire de nos départements. À un moment où on s'inquiète les uns et les autres sur notre avenir et sur la disparition éventuelle d'une couche de la strate qui pourrait nous toucher directement avec une répartition de nos compétences vers l'État, vers les intercos et vers les régions. Je crois qu'il faut réaffirmer qu'on a là des territoires, même si ce matin on nous disait qu'on n'était pas des territoires, on a au moins un lieu d'action
qui peut être cohérent et avec des mesures incitatives. Les mesures incitatives que nous, on essaie de mettre en place, c'est d'abord donner l'exemple sur nos propres bâtiments, c'est ce qu'on fait sur les collèges, sur les gymnases, etc., à travers le photovoltaïque. C'est ce que l'on fait à travers de la politique de l'habitat, puisqu'on a la délégation totale de l'aide à la pierre en Dordogne, l'État nous l'a transféré, et on aide la rénovation de l'habitat, et notamment sur le plan thermique, aussi bien pour l'habitat individuel que pour l'habitat collectif à travers l'office départemental, l'HLM. Ouais. Mais ce qui est un peu original, c'est que depuis plus de 20 ans aujourd'hui, on s'est engagé dans le bois énergie. Pourquoi ? Parce que la Dordogne est boisée à plus de 45%. Et on a là une source qui est renouvelable, inépuisable et locale, qu'on n'a pas besoin de faire venir d'ailleurs. Et donc, beaucoup de biomasse en Dordogne. Depuis 25 ans, on a passé un accord avec la Fédération des CUMA. Les CUMA, ce sont des coopératives d'utilisation du matériel agricole. Donc avec le monde des forestiers, avec le monde agricole, on a passé des conventions. Et aujourd'hui, on a 70 points de chaleur alimentés uniquement avec du bois de Dordogne. Ce sont des petits points de chaleur, mais c'est aussi des grands points. Ce sont des EHPAD, ce sont des collèges, ce sont des hôpitaux. L'hôpital de Périgueux, par exemple, qui est déployé sur 7 hectares et chauffé au bois. Bon, et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous faut pour améliorer ces pistes que vous avez déjà développées ? Il faut que l'on puisse, à mon avis, et ça c'est plutôt une aide nationale, une politique nationale, à mon avis, pour en revenir au photovoltaïque, il faut développer le photovoltaïque individuel. Et je pense que la France a raté ce virage-là. Moi, j'étais député pendant 20 ans, je siégeais à la commission de l'économie, et au début du programme photovoltaïque, on a été extrêmement généreux sur les premiers programmes, extrêmement généreux. Et on rachetait le kilowatt à plus de 50 centimes, alors qu'il valait 11. Je me souviens d'une commission d'économie où Mme Kosciusko-Morizet est arrivée et nous a dit « si on continue comme ça, on va se ruiner, et l'État va se ruiner, on est revenu à des choses beaucoup plus raisonnables ». Mais là, on parlait pas de l'individuel. Et moi, je crois que les Français sont prêts à investir pour alléger leurs factures, même si c'est dans 5 ans, dans 6 ans ou dans 7 ans. Et l'État n'a pas joué suffisamment cette politique-là, et je suis persuadé qu'elle pourrait porter ses fruits. Mais en quoi l'investissement ou pousser les citoyens, les usagers, les individus, les foyers à s'équiper en photovoltaïque vous permettrait de lancer à ce moment-là des politiques plus volumineuses ? L'État doit le faire, à mon avis, plus pour l'auto-photovoltaïque individuel, comme on le fait pour les pompes à chaleur. Vous avez vu toutes les publicités qu'il y a pour des dégrèvements d'impôts sur les pompes à chaleur. Nous, au niveau du département, on essaie d'aménager le territoire. Et on a entrepris une réflexion avec la Chambre d'agriculture et avec la SAFER pour essayer de dire demain où on implantera les parcs photovoltaïques. Parce qu'aujourd'hui, ils naissent au gré des demandes de chacun. Un agriculteur qui a quelques hectares de lande et qui a bien besoin de revenus complémentaires, il va les proposer. Quelquefois, c'est un agriculteur qui a une forêt dépérissante et qui va dire sur ces taillis-là, on pourra en mettre. Mais ce n'est pas organisé. Et on est en train d'essayer, avec la Chambre d'agriculture et avec la SAFER, de répertorier les terrains qui ne sont pas des terrains agricoles, qui ne sont pas des terrains boisés de qualité, sur lesquels on pourrait développer des champs de photovoltaïque, puisqu'à partir d'une certaine surface, ça devient beaucoup plus intéressant. Vous voyez bien qu'il y a une notion là aussi importante d'acceptabilité, notamment par le monde agricole, de l'idée de voir des panneaux voltaïques, des fermes photovoltaïques se répandre. Donc là, ce débat de l'acceptabilité, comment vous le vivez chez vous ? Alors, on a un refus quasi général de tous les projets. Pourquoi ? Parce qu'on a beau être le 3e département de France de par la superficie, on n'est pas très nombreux, on est 413 000 habitants, mais on a un habitat dispersé. Et ça, depuis les clairières gauloises, ça fait longtemps. Il y a plus de 500 communes dans ce département, donc il y a des habitats partout, des villages partout et des hameaux partout. Oui. Donc dès qu'il y a un projet qui naît quelque part, il y a un collectif qui se crée de gens qui sont contre et qui vous expliquent qu'eux, ils sont tout à fait favorables à utiliser de l'énergie propre, mais qu'ils ne la veulent pas chez eux. Et vous connaissez ça. On a ce problème-là pour l'éolien. Et là, on a adopté une position que l'on pourrait comparer à celle que les jésuites prenaient, à savoir, on n'est ni pour ni contre, bien le contraire. Mais on a trouvé une solution radicale. On a décrété qu'il n'y avait pas de vent en Dordogne. Et en vérité,
Et en vérité, c'est moitié vrai, moitié faux. Ça, c'est normand, ça. Ça, c'est normand, ça. C'est plus vrai que faux. Donc, on s'en tire comme ça et on a réglé l'histoire de l'éolien. On dit au préfet, on n'en veut pas, parce que ça gêne tout le monde. Il y a des collectifs partout. Personne ne veut des mâts de 200 mètres. Moi, j'ai de la famille dans les Corbières. La première ferme éolienne dans les Corbières, elle s'est installée à Portel-les-Corbières, dans une commune où un de mes cousins germains était maire. Et ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que les mâts font 30 mètres. En Dordogne, comme il n'y a pas de vent, on arrive avec des mâts de 180 mètres. Et avec les pales, on tourne à 210 mètres. Et là, tout le monde comprend que personne ne veut ça. Personne ne veut ça, même à 500 mètres de chez soi. On se dit, s'il tombe avec un peu de vent, il va nous écraser la maison. Donc, il y a un refus. Il y a un refus généralisé. Mais comment... C'est très compliqué. Mais l'éolien, je reviens au photovoltaïque, s'il passait par du photovoltaïque particulier, ce serait accepté. Même du petit éolien, dans les zones où il y a du vent, et dans les Corbières, il y en a, tout autour de la Méditerranée, il y en a, ça pourrait être accepté. Mais pas avec des mâts de 200 mètres dans des zones qui sont habitées. Nicolas Pereira, on sent bien que là encore, comme pour l'eau, il y a un débat d'acceptabilité, un enjeu d'adhésion du public, des citoyens, et donc la nécessité d'être dans la dentelle, mais aussi dans un travail de pédagogie pour les élus et pour les élus de proximité des départements, qui est absolument essentiel. En fait, vous savez, je pas empêcher mon collègue de Gironde de parler quand même. On est voisins, donc. Non, j'allais faire un parallèle avec la table ronde précédente, qui est celle de, finalement, on parle encore de disponibilité, cette fois de l'énergie, mais vous l'avez dit tout à l'heure, la question c'est la fin des énergies fossiles, alors qu'il ne va pas arriver tout de suite, mais à laquelle il faut se préparer. Le pétrole est formidable, hein, dans une goutte de pétrole, il y a une capacité énergétique inégalée dans le monde, donc c'est normal qu'on l'utilise. C'est pour ça que c'est pas fini. Et c'est pour ça qu'on a du mal à s'en passer aujourd'hui. Cela étant, il faut préparer cet après. Et la question de la disponibilité de l'énergie, elle va se poser de deux façons. En France, on a souvent dit que le nucléaire nous protège parce que c'est une énergie pilotable et elle est disponible en quantité. C'est vrai. Ça marchait beaucoup l'hiver, puisque les fleuves sont hauts, la température est basse, donc on n'avait pas de problème à faire tourner les centrales nucléaires. Seulement, les gens vont s'équiper de plus en plus de clim, et donc finalement, la consommation d'énergie tend à se stabiliser tout au long de l'année, à un niveau qui, avant, était beaucoup plus variable entre l'hiver et l'été. Et donc, il va falloir produire de l'énergie l'été, si jamais EDF est en incapacité de faire tourner ses centrales nucléaires. Je vais vous partager une anecdote de cet été. En l'occurrence, dans le sud-ouest, il a fait très chaud, très sec. La température de la Garonne était très élevée. L'agence Adour-Garonne a épuisé ses stocks d'eau dans ses barrages et donc s'est mis à racheter l'eau des barrages d'EDF, qu'ils conservent avec beaucoup d'égoïsme, mais c'est normal puisqu'ils veulent produire de l'énergie, a dû racheter de l'eau à EDF pour libérer et soutenir l'étiage de la Garonne parce que le risque était qu'on soit contraint d'éteindre la centrale de Golfech parce qu'on n'était plus... Elle a été éteinte parce qu'elle n'était plus en capacité d'être refroidie. Donc c'est un vrai enjeu, l'acceptabilité de ces projets, parce que c'est ce qui équilibrera demain la production d'énergie entre l'hiver où on aura des capacités nucléaires et l'été où on en aura peut-être moins. Et un dernier point sur l'innovation, puisque je pense que c'est ça aussi qui va soutenir la capacité de produire. Hier, encore une fois, pendant ce concours, a été présenté un projet extraordinaire d'éoliennes flottantes qui peuvent être mis très très loin des côtes. Et donc en fait, l'acceptabilité viendra sans doute de solutions qui permettent de produire de l'éolien loin des côtes et donc loin de la vue, et du solaire au plus proche des territoires. Je pense que sur les toits, c'est une solution, mais aussi l'agrivoltaïsme en est une, parce que dans le sud-ouest notamment, ça permettra de protéger les cultures quand il fait trop chaud. Germinal Perrault, vous vouliez rajouter un mot sur ce qu'on disait là sur l'acceptabilité ? L'acceptabilité, c'est très difficile en France, mais c'est comme ça. On ne veut pas de nucléaire parce que ça nous fait peur, on ne veut pas de centrales à charbon parce qu'on réchauffe la planète, on ne veut pas d'hydraulique, et surtout le petit hydraulique parce qu'on détruit les rivières et les écosystèmes, on ne veut pas d'éolien parce que c'est pas beau, et ça tue les oiseaux. En vérité, on ne veut rien, mais on veut surtout pouvoir appuyer sur le bouton en rentrant et garder ça, c'est le lot de tous. On en veut, mais pas chez soi. Président Leboeuf. Oui, je voulais revenir. Germinal, tu te rappelles quand on était à l'Assemblée nationale ensemble, pourtant on a pu défendre aussi ce sujet-là. Et donc quand tu dis que tu as réglé le problème de l'éolien en expliquant qu'il n'y avait pas de vent, faisons attention quand même. Moi je le dis, il faut que nous élus, on puisse aussi avoir le courage politique à certains moments.
Et le courage politique, je le dis, et c'est là où nous, présidents de département, on doit avoir une parole forte au cœur de nos territoires. Et par contre, là je confirme ce que tu viens de dire, la parole forte, c'est de ne pas tout accepter non plus. Tous les projets de production d'énergie renouvelable ne sont pas tous identiques. Ils ne sont pas tous acceptables. Nous sommes en train de nous battre avec mon collègue président de la Loire-Atlantique sur un méga projet de méthanisation à la limite entre nos deux départements. Nous travaillons main dans la main tous les deux pour dire non. C'est pas les agriculteurs qui le poussent, celui-là, ce projet-là. Si, justement. C'est un industriel, là, pour le coup. Effectivement, c'est un industriel, oui, avec des agriculteurs derrière qui expliquent, qui pensent que... Ils sont un peu instrumentalisés par l'industriel lui-même. Là, c'est pas tout à fait la volonté de méthanisation locale classique. Tout à fait, ils sont tout à fait instrumentalisés. Alors, je le redis, je suis engagé depuis très nombreuses années sur ces sujets de transition énergétique, donc il nous faut de la méthanisation au cœur de nos territoires. Mais il ne faut pas n'importe quel projet. Sur le photovoltaïque, de la même manière, et nous en avons discuté en commission avec les départements de France, sur l'agrivoltaïsme, je le dis, c'est un piège majeur. Un véritable piège qu'on est en train d'essayer de faire avaler ici ou là, simplement parce que nous avons du retard dans nos objectifs de production d'énergie renouvelable. Et effectivement, il est beaucoup plus simple de mettre quelques panneaux photovoltaïques sur de la terre où les maires ne vont plus avoir le droit d'intervenir parce qu'avec le ZAN, c'est niette. Ce sera plus facile de les mettre ici que sur des bâtiments comme ceux-là, par exemple. Ou de les mettre. Alors, Germinal, quand tu as dit tout à l'heure que vous essayez de repérer avec la Chambre d'agriculture, c'est la bonne méthode. Et c'est pour ça qu'il faut que nous, les départements, on soit à la manœuvre. À côté de nos syndicats d'énergie, encore une fois, moi j'ai eu l'immense chance avec le président du syndicat d'énergie que j'ai en Vendée, on travaille vraiment main dans la main avec nos chambres d'agriculture pour essayer de voir toutes les surfaces artificialisées déjà. Toutes les surfaces artificialisées, c'est un gisement énorme. Martine Vassal, je voudrais qu'on conclue cette deuxième partie sur l'énergie. Il y a l'énergie qu'on ne consomme pas ou celle qu'on consomme mieux. Et ça passe par exemple par la mobilité. Et dans votre département, qui est un des départements où, à travers un dispositif que vous avez mis en place, qui est un des plus électriques en termes de mobilité en France. Pourquoi, comment? Dites-nous ça. Parce que dans le département du Bouches-du-Rhône, on a fait... parce que je pense que les départements doivent être un peu les bras de levier et permettre aussi de donner une certaine exemplarité. Dans les Bouches-du-Rhône, nous avons aidé à mettre une prime complémentaire de 5 000 € pour l'achat de véhicules électriques, ce qui nous a permis d'être le premier département où il y a eu le plus de voitures électriques, donc c'était 17 000. Et lorsque les voitures électriques sont arrivées sur le marché de location, de l'occasion, donc à ce moment-là, on s'est retiré parce qu'on n'était pas vendeur de voitures. Hein, donc c'est la raison pour laquelle on a créé ce besoin. Mais ce qui est important, c'est que, et on l'a fait pareil pour les cheminées notamment, on donne une prime sur les inserts parce qu'on sait très bien que on le sait, enfin non, tout le monde ne le sait pas justement, que quand on fait un feu de cheminée, ben, le bois pollue énormément. Il faut des inserts pour ne pas justement éviter cette pollution, et donc en particules fines. Donc ça c'est important. Donc on a été aussi là-dessus, on a poussé au financement des pompes à chaleur également. Donc on doit être, nous département, bras de levier. On ne doit pas se substituer, mais on doit être bras de levier. Et derrière, bien entendu, travailler sur la mobilité. La mobilité est effectivement le moyen qui nous permettra de nous sortir de la crise énergétique au niveau des énergies fossiles et aussi au niveau du coût. Parce que quand on a une voiture, ça coûte cher. Il faut avoir les moyens d'avoir une voiture. Et on est quand même un pays où la route compte beaucoup. Donc il faut utiliser cette route pour des transports en commun. Donc nous, depuis 2015, on a investi que le département plus de 600 millions sur la mobilité aux côtés de la métropole. Mais derrière, moi ce que je dis, c'est une mobilisation globale. On en discutait tout à l'heure. Il faut que tous les acteurs tirent la charrue dans le même sens. Et la difficulté aujourd'hui, c'est ce que nous n'avons pas. C'est-à-dire que même, quel que soit, il ne faut pas en faire un objet politique. On veut tous mieux respirer, on veut tous mieux se déplacer, on veut tous mieux vivre. Donc il n'y a pas de domaine réservé à certains
à certaines collectivités. Ou collectivités, ou alors mouvements politiques. Donc ce qui est important, c'est qu'on avance tous ensemble, et quand on est sur un territoire, il faut qu'on mette en valeur notre territoire pour permettre de travailler les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Moi, je pars d'un principe simple, et peut-être que ça va nous aider au niveau de la démocratie et de faire revenir les électeurs dans les urnes. Il y a des moments où il y a des combats politiques, ça s'appelle des campagnes électorales, et puis il y a des moments après où, une fois que la personne est élue, eh bien, on la respecte en tant que telle, et on avance tous ensemble pour permettre justement à avoir un objectif de développer nos territoires, les territoires auxquels on est très attaché. Donc ce qui est important, c'est de travailler tous ensemble. Et j'ajoute bien sûr dans les partenaires, je reviens dessus, l'État, parce que la décarbonation, on en est conscient, ça coûte cher. Et il faut laisser un petit peu plus de liberté au territoire, nous donner un petit peu plus de possibilités pour qu'on puisse avoir aussi des ressources qui nous soient propres, des ressources qui nous soient directement versées, pour qu'on puisse gérer aussi cette problématique énergétique et mobiliser tout le monde. En tout cas, il y a une évolution au fil des années, c'est qu'aujourd'hui, nos populations sont conscientes qu'il faut faire quelque chose. Et là, nous, on est d'accord. Il y a une occasion à saisir, là. Tout à fait, il y a une occasion à saisir. On remercie la présidente Vassal et le président Perrot et le président Leboeuf pour leur participation à cette table ronde. On va passer au troisième plateau de cette partie transition écologique, la ruralité. Jingle. Alors, Nicolas Pereira, vous restez avec nous. Vous aurez peut-être, parce que vous avez un train à nous quitter plus tôt que prévu, mais je voudrais qu'on demande aux trois présidents qui vont nous rejoindre d'intervenir maintenant sur la question de la ruralité et de sa dimension agricole, évidemment. Et j'appelle Sophie Pantel, la présidente du département de la Lozère, de nous rejoindre si vous voulez bien. Madame Pantel, voilà, je vous en prie, prenez place ici, où ça vous arrange, voilà. Bonjour, ravi de vous retrouver. Bruno Faure, président du département du Cantal, président de la commission politique territoriale et ruralité de département de France. Bruno Faure, venez, monsieur le président Faure, venez, prenez place ici, à côté de notre ami Nicolas Pereira. Et puis Jean-Pierre Barbier, le président du département de l'Isère, vice-président de département de France. Jean-Pierre Barbier. Je vous en prie. Alors, on commence avec vous, président Barbier, justement. Prenez un micro, n'hésitez pas. Comment vous définissez, vous êtes un département urbain, rural, montagne, moyenne montagne, l'Isère. La ruralité là-dedans, c'est évidemment un enjeu essentiel. Alors, rectification, moyenne montagne, mais aussi haute montagne. J'y tiens parce que c'est important de le dire. Comment définit-on la ruralité en Isère ou dans n'importe quel département? Pour moi, c'est très simple. Il ne peut pas y avoir de ruralité s'il n'y a pas d'agriculture. À partir du moment où l'agriculture disparaît, la zone devient soit une zone dortoir, soit une zone périphérique, mais en tout cas plus une zone rurale. C'est pour ça que je crois qu'on doit défendre notre agriculture. Mais c'est vraiment un sujet, ça, où en ce moment, évidemment, il y a un certain nombre d'urbains dont votre serviteur qui sont retournés vivre en moitié ou complètement à la campagne. Dortoir, donc, quand on n'est pas agriculteur. Mais tout de même, les territoires aujourd'hui se revitalisent d'une certaine manière. Où est vraiment l'enjeu là-dessus? Quelle est la menace? L'enjeu, si vous voulez, sur la ruralité et l'agriculture, je crois qu'on doit tous, mais vraiment tous, se mobiliser pour défendre notre agriculture. Parce que justement, avec cette arrivée d'urbains dans les zones rurales, il n'est pour moi pas question d'opposer les urbains et les ruraux, ce n'est pas du tout le sujet. Mais néanmoins, avec cette arrivée, on va dire, parfois massive d'urbains dans nos campagnes, l'agriculture se retrouve en difficulté, mais pas uniquement par ceux qui arrivent, mais un peu par le climat ambiant d'un agribashing permanent sur l'agriculteur qui fait du bruit, sur l'agriculteur qui pollue, sur l'agriculteur qui en fait bientôt ne peut plus travailler. Et ça a été dit dans les tables rondes qui ont précédé, s'il y a bien quelque chose qui aujourd'hui doit nous préoccuper, c'est tout de même la sécurité alimentaire de notre pays. Donc
Oui, je crois qu'il faut vraiment qu'on se mobilise tous, et les départements en particulier, pour défendre notre agriculture. Alors, Président Faure, vous aussi, vous considérez qu'il ne faut pas réduire la ruralité à l'agriculture. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, non, il faut certainement pas la réduire effectivement à l'agriculture. La ruralité, c'est un élément important. C'est vrai que si je prends le département du Cantal, on a 3 fois plus de vaches que d'habitants. Donc c'est pour dire qu'on tient à nos agriculteurs. Mais la première fonction effectivement de l'agriculture, c'était de nourrir la nation. Ah oui. Voilà. Et aujourd'hui, on est tous convaincus que l'on a une agriculture qui est une des plus vertueuses. Simplement, on a perdu cette notion-là, puisqu'on a baissé notre production agricole. Nous ne sommes plus autonomes aujourd'hui. On est obligé d'importer. Et derrière tout ça, il faut imaginer aussi la nouvelle vocation de la ruralité qui beaucoup concerne le loisir. Et il faut le dire. Et là, il y a une réelle difficulté à mon sens, puisqu'il faut imaginer qu'on a à peu près 45% de nos agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Ce qui veut dire que dans les 10 ans qui viennent, effectivement, on va avoir une démographie professionnelle qui va être importante, certainement une perte. Et d'un autre côté, si on souhaite conserver des agriculteurs sur le territoire, il faut qu'on ait une ruralité qui soit vivante. Et là, je pourrais développer sur toutes les mesures d'agression vis-à-vis de la ruralité que l'on a, telles que le ZAN, telles que les ZFE, qui font on est en train de construire en fait une France à 2 vitesses, à mon sens. On va revenir à ça, parce que c'est des sujets essentiels, en effet. C'est un des gros débats en ce moment, ces zones artificialisation nette, par exemple. Mais votre vision à vous aussi, Madame Pantel, Lozère, je le rappelle, du lien entre ruralité, agriculture et même transition énergétique et écologique. Alors pour moi, la ruralité sont d'abord des territoires, alors nous, la Lozère 100% classée en zone de montagne, donc moyenne montagne. Donc c'est vrai que parfois on n'a pas cette vision vue de Paris. Pour moi, ce sont d'abord des territoires qui répondent aujourd'hui aux aspirations de nos concitoyens. Et ce sont des territoires qui vont devenir des territoires refuges pour beaucoup. On sait bien qu'on va avoir des zones dans le monde qui vont devenir complètement inhospitalières, mais également chez nous, quand on voit les submersions, un certain nombre de catastrophes liées au climat. Ce sont des territoires sur lesquels on va continuer à accueillir de la population. Et que ce soit le Cantal ou la Lozère ou bien d'autres, nous avons inversé la courbe de population et aujourd'hui nous avons de vraies politiques d'accueil. Et pour moi, territoires ruraux, évidemment l'agriculture elle est essentielle et on y reviendra parce qu'elle a plusieurs fonctions sur nos territoires, mais c'est aussi sur nos territoires on a également la possibilité en fait d'exercer tous les métiers, j'allais dire, tous les secteurs d'activité. Et l'arrivée de la fibre a aussi beaucoup changé de choses. Et ce sont des territoires sur lesquels, en fait, les gens viennent parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de problèmes de pollution. En tout cas, par exemple, chez nous, ce sont des territoires qui sont complètement préservés, avec parc national, parc naturel, zone de biosphère, différentes directives habitat et autres. Voilà, donc on y retrouve de la traçabilité, on y retrouve une qualité de vie qu'on n'a peut-être pas partout sur le territoire national. Et c'est un avantage, c'est attractif, et en même temps, c'est gênant pour des questions de durée, par exemple, pour obtenir des autorisations ou mener des projets. Alors, c'est jamais simple. De manière, la France, c'est un parcours du combattant quand vous voulez initier un projet avec les normes et les contraintes réglementaires. Pour autant, enfin voilà, je pense que, en tout cas, nos agriculteurs, pour revenir au sujet, puisque c'était ça, ils se voient, en fait, la transition écologique s'impose à eux. Avec évidemment la nécessité en fait de devoir avoir une démarche prospective, d'anticiper. Et moi je voulais rappeler, au-delà de la question de la souveraineté alimentaire qu'a soulevé Bruno ou Coralie tout à l'heure, et qui est essentielle, il y a évidemment la fonction économique, bon je pense que ça parlait à tout le monde, de la question de l'alimentation avec la souveraineté, mais chez nous les agriculteurs ont un rôle qui est peut-être encore plus prégnant qu'ailleurs. C'est aussi un rôle social parce que ce sont des familles qui vivent sur le territoire, sont aussi des élus qui s'engagent. Et puis évidemment leur rôle au niveau de l'environnement parce que pour moi ce sont les premiers écolos sur nos territoires. Alors j'évoquais ce qui peut coincer quand on a des projets. Et alors là, évidemment, dans le contexte d'une nécessité de maintenir un développement économique, vous vouliez intervenir sur zéro artificialisation nette, Président Faure, parce que pour vous, c'est un sujet.
Oui, parce que dans les territoires comme le Cantal à très faible densité, moi je me plais à être ici. Hein. Imaginez que rien que Strasbourg... C'est moi qui en ai encore moins. C'est 2 fois le département du Cantal. Donc effectivement, on pourra maintenir une agriculture qu'à partir du moment où on aura un territoire vivant. Et pour que l'on ait un territoire vivant, encore faut-il que les gens aient capacité à pouvoir s'y installer. Et dans un département comme le Cantal, si je vous dis que depuis ces 30 dernières années, on n'a que 15% des constructions qui ont concerné des habitations, on voit bien que sur la zéro artificialisation, on a nos capacités de développement vont être quand même relativement limitées, d'autant plus qu'on n'a pas de friche. On n'a pas de friche industrielle sur un territoire comme le Cantal. Donc, on ne peut pas imaginer conserver, mais je pense qu'en territoire de montagne, c'est pareil, on ne peut pas imaginer conserver une activité agricole en fond de vallée si le premier voisin est à 5 km ou 10 km. À un moment donné, on a besoin effectivement de ce lien social. Il faut qu'on soit capable de conserver des activités et des habitants sur notre territoire. Et quand je dis des activités, bien évidemment, ensuite on rejoint tout ce qui est service au public ou autre. Et si je fais une petite allusion aux ZFE, imaginez que si on interdit aux Cantaliens et aux entreprises cantaliennes d'aller travailler sur l'agglomération de Clermont-Ferrand, ça va encore mettre un frein supplémentaire. Donc je pense à un moment donné qu'il faut que nos responsables nationaux prennent tout ça en compte et ne fassent pas des effets d'annonce qui sont impossibles à mettre en place. Mais alors, quelle solution ? Comment on fait pour que les départements soient un outil au service du maintien de cette ruralité vivante et des projets que vous avez ? Comment, par exemple, le monde agricole peut-il anticiper ? Comment les départements peuvent agir pour soutenir l'agriculture locale et durable ? Président Barbier. Alors pour soutenir l'agriculture durable, et c'est vrai que je me rends compte, et j'ai de la chance parce que je suis dans un département, pour le coup, très peuplé, mais très à risque aussi pour l'agriculture qui est parfois, comme je le disais, mise en difficulté et poussée vers l'extérieur, on va dire. Donc il faut absolument que cette transition écologique ou cette transition vers une agriculture plus durable soit très forte dans les départements. Et nous, on a la chance, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, de pouvoir encore subventionner l'agriculture, hein, puisque pour le département de l'Isère, c'est 10 millions d'euros chaque année que nous apportons à nos agriculteurs, et nous les encourageons particulièrement sur ce qu'on appelle les MAEC, hein, les mesures agro-environnementales et climatiques. Et on le fait, et c'est un effet très important parce que, d'abord, l'agriculture va vers plus de durabilité, et puis c'est quelque chose de très communicant, parce que quand un agriculteur fait des mesures agro-environnementales et climatiques, c'est du fauchage raisonné, c'est de la prairie qui est entretenue, on travaille pour la biodiversité et on peut communiquer là-dessus. Et le département de l'Isère, depuis 2015, nous le faisons, on a dû soutenir plus d'une centaine ou 200 ou 300 agriculteurs sur ces mesures agro-environnementales. C'est 1 million d'euros que le département a apporté pendant 5 ans à ces agriculteurs. Ça a permis de débloquer 3 millions d'euros du FEADER, hein, le Fonds européen agricole de développement rural. Et tout ceci fonctionne. Mais sauf qu'on est quand même dans un pays où quand quelque chose fonctionne, eh ben on essaye de faire en sorte qu'il ne fonctionne plus. Et là, on a été quand même les champions du monde. Et excusez-moi, je vais dire quelque chose, même si ça date de quelques années, on a quand même, avec la loi NOTRe, désorganisé le pays et fait en sorte que les départements ne puissent plus intervenir pour l'agriculture, sauf à être en accord avec la région. Ce que nous faisons. Mais là, sur les mesures agro-environnementales et climatiques, soudainement, quelqu'un s'est réveillé à Bercy ou je ne sais où et a dit « mais non, c'est plus possible, les départements ne peuvent plus subventionner ». Donc on est dans l'obligation d'arrêter. Alors moi, ce que je dis, c'est que bien évidemment, les départements ne sont pas obligés de subventionner. Chacun mène les politiques qu'il souhaite dans son département, mais pour les départements qui souhaitent le faire, qui le font dans un cadre déjà établi de la loi NOTRe et des PDR, des plans de développement ruraux avec les régions, mais qu'on nous laisse continuer à le faire. Alors j'ai questionné le ministère, on nous dit qu'une solution est dans les terres de Bercy, on va dire, mais que tout ceci, pour le moment, n'a pas eu de conséquences. Donc si vous voulez, on est dans un pays où, avec le ZAN ou avec d'autres sujets, on est un peu dans le pays des injonctions contradictoires. On nous dit faites de l'agriculture durable. Souveraineté alimentaire. Mais par contre, souveraineté alimentaire, faites de l'agriculture durable. Par contre,
on vous donne plus l'autorisation de le faire. Quand on nous parle de réindustrialiser la France, oui, avec le ZAN, c'est comme ça qu'on va réindustrialiser la France? Sûrement pas. Donc si vous voulez, on est soumis, enfin nous, présidents de département, mais comme tous les élus, à ces injonctions contradictoires qui nous imposent de faire un certain nombre de choses, et réglementairement, on nous l'interdit. Et ça, les gens le sentent bien, et sincèrement, je crois que c'est ce qui fait monter un peu cette incompréhension et parfois cette colère que l'on peut ressentir. Président Faure, comment les départements peuvent aider les agriculteurs à anticiper? Même question à Madame Pantel. Qu'est-ce que... Je crois que ça a été dit par notre collègue. Effectivement, on accompagne effectivement les agriculteurs sur leur capacité à s'adapter, à avoir des exploitations, j'allais dire, autonomes, que ce soit fourragers. Alors nous, on est essentiellement élevage, on fait très peu de culture. On a une agriculture qui est basée essentiellement sur l'herbe. Mais c'est la modernisation de ces exploitations leur permettant d'être le plus autonome possible, de manière à dégager quand même une rentabilité. Parce qu'il ne faut pas oublier que les agriculteurs, enfin les exploitations agricoles, ce sont quand même des entreprises et qui doivent assurer et qui doivent avoir un équilibre économique. Ce qui est quand même un peu, je veux dire, fou dans la réflexion, c'est qu'on sait qu'en France, on a globalement une agriculture qui est très vertueuse. Et effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est on a quelque chose qui marche, on l'a cassé, on a une baisse de production importante, on a, tout à l'heure je disais, on a perdu quasiment 900 000 bovins en l'espace de 5 ans, et conclusion, les importations de viande bovine ont augmenté de 23%. Et ces importations viennent de pays où les contraintes sont différentes et où la relation à l'environnement est certainement différente. Donc je pense qu'il faut qu'on élève le débat à ce niveau-là, parce que sinon on n'y arrivera pas. Un peu délirant quand on fait d'aussi belles salaires que celles qui sont sur le territoire du Cantal. Je parle d'expérience. Et alors, Madame Pantel, comment est-ce qu'on peut aider l'agriculture à anticiper, et comment vous pouvez les aider à anticiper? Alors je pense que, avant de parler mécanique et dispositifs que l'on a tous pour aider l'agriculture, nous aussi on a la convention avec les chambres d'agriculture, on porte à bout de bras un labo départemental aussi qui est important, on soutient les filières de qualité, les signes officiels de qualité, le pastoralisme, tout ça c'est en lien aussi avec la lutte contre les incendies, le rôle que joue l'agriculture donc en matière environnementale sur la décarbonation et puis l'ouverture des milieux ouverts. Mais je pense que le rôle que l'on peut avoir, c'est d'être à leur côté pour définir ce que sera demain le modèle vertueux, en fait le système vertueux, durable. Alors pour nous, en Lozère et dans le Cantal, c'est de l'élevage, et des élevages ruminants. Et au niveau du Massif central, on a eu une démarche qui a été très intéressante, portée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui a été soutenue par tous les départements du Massif central. Et d'ailleurs, on était tous présents à Cournon, avec une visibilité aussi à l'occasion du sommet. Et donc, ont été identifiés les leviers, les marges de progression, les besoins, pour pouvoir permettre à notre modèle d'agriculture dans nos montagnes, en fait, de pouvoir perdurer et s'améliorer, même si aujourd'hui, ils sont particulièrement vertueux. Et on ne serait pas classé, ou on n'aurait pas les labels que l'on a s'il y avait des difficultés. Mais ça renvoie à une autre question pour la société ou pour la nation, c'est la question de la rémunération en fait, des services environnementaux qui sont rendus à la nation par le monde agricole et par les territoires ruraux avec les aménités. C'est-à-dire que nos territoires, ils amènent beaucoup à la France. Et on a également une solution en termes d'aménagement du territoire pour pouvoir partager un certain nombre de problématiques auxquelles sont confrontés des territoires plus urbains. Et c'est là où on peut retrouver du lien entre urbain et monde rural. Voilà. Donc, mais cette question-là de la rémunération des services environnementaux, aujourd'hui, en fait, on avantage et on donne beaucoup plus dans le cadre des MAEC, enfin des mesures environnementales, on aide beaucoup plus des territoires ou en tout cas des élevages qui ont été plus polluants jusqu'à présent. Ouais. Et c'est très mal vécu. Il y a quelque part un sentiment d'injustice en fait dans ce mode en fait de rémunération au niveau de la PAC, parce que si on n'aide pas nos territoires à rester vertueux, nous sommes souvent en amont. Tout à l'heure, la question de l'eau a été posée. Ouais. En fait, c'est dans l'intérêt de tous de continuer à pouvoir reconnaître l'excellence en fait du travail qui est fait sur le terrain.
Nicolas Pereira, la question de l'opinion, là encore, est fondamentale. Mais on en a fini avec l'agribashing ou vous considérez, quelle est votre vision? Au contraire, il faut encore convaincre l'opinion, les Français, qu'on a absolument besoin de pousser, d'aider notre agriculture? Alors, j'ai eu des échanges très intéressants avec des agriculteurs il y a quelques semaines sur la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, en tout cas de ce que pensent les Français d'eux-mêmes. Et donc, ils sont vus aujourd'hui comme des pollueurs, des gens qui éventuellement les empoisonnent. Et donc, ils le vivent assez mal, les agriculteurs, alors qu'ils ont l'impression de faire beaucoup et d'essayer de s'adapter et d'essayer de construire une agriculture durable. Et la question qui était posée finalement à la fin, c'est peut-être que trop souvent, ils travaillent avec beaucoup d'ardeur, mais peut-être un peu trop dans leur coin et qu'ils ne communiquent pas assez vers le reste de la société sur ce qu'ils font. Comment est-ce qu'ils adaptent aujourd'hui l'agriculture? Comment est-ce que sur leur territoire, ils aident leur territoire? Le rapport qu'on a aujourd'hui avec nos agriculteurs dans les zones rurales, moi je viens d'une zone rurale, on passe devant des champs arrosés par des ponts, en l'occurrence dans le sud-ouest il y a beaucoup de maïs, c'est le seul rapport que l'on a à l'agriculture. Et donc effectivement, c'est quand on passe un plein été face à des champs qui sont arrosés, on se dit ils gaspillent de l'eau. Voilà, donc ils gaspillent de l'eau. Lorsqu'on voit effectivement les images parfois dans les abattoirs qui sont pas très positives, eh bien ça a un impact très fort sur l'opinion publique. Et là, pour le coup, ce n'est pas les agriculteurs, mais de fait, ça va. Et les agriculteurs que vous avez rencontrés, du coup, veulent participer à l'effort de pédagogie dans les collèges, les lycées, les écoles. Et donc, alors, ils se disaient qu'ils allaient monter un collectif de coopératives pour créer un organe de communication ensemble, pour aller faire de la pédagogie auprès des publics et pour faire venir les gens sur leurs exploitations. Parce qu'il y a aussi un autre sujet, le rapport à l'agriculture, c'est aussi d'aller voir comment ça se passe. Et je pense que c'est une solution qui est intéressante parce qu'en fait, il faut casser ce rapport de l'agriculteur qui est trop loin du citoyen. Et il faut recréer le lien avec les citoyens qui est le consommateur final de ce que va produire l'agriculteur. Et je trouve que c'était une réflexion intéressante parce qu'eux me disaient on teste plein de solutions, on innove énormément pour essayer d'adapter nos cultures au réchauffement climatique, au changement climatique, mais personne ne le sait. Alors peut-être d'un mot, dans l'espace des partenaires ici, il y a de très bonnes confitures, il y a toute une série de produits alsaciens de très grande qualité, mais vous avez compris par exemple cet aspect-là, vous avez créé une marque locale Isère. Oui, et ça date de 2015. 2015, on était au sommet de la crise laitière. Et quand on rencontre la profession agricole et quand on voit cette colère et ce désespoir, on se dit qu'en tant que responsable de collectivité, on ne peut pas continuer simplement à subventionner des portes de grange sans se préoccuper de la rentabilité des exploitations. Donc on sait qu'on a des savoir-faire et de grands savoir-faire au niveau de notre agriculture. On s'est dit simplement, il faut qu'on arrive à consommer local, mais vraiment. Et pour consommer local. Et pourquoi la marque locale avait du sens là alors ? La marque locale, elle a du sens parce que c'est ce que les gens demandent et c'est ce que demande la moyenne et grande distribution pour pouvoir vendre des produits. Donc on a aidé les chambres d'agriculture à structurer les filières, à faire des produits Isère avec 3 caractéristiques et c'est ça qui est un peu on va dire exceptionnel dans cette marque, c'est qu'il y a bien sûr l'origine Isère, il y a la qualité Isère, alors on est sur des produits à haute qualité environnementale ou bio, et surtout, la charte de cette marque dit que l'agriculteur doit être rémunéré à sa juste valeur, ce qui lui permet de vivre. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un succès, on a plus de 1700 produits, plus de 200 agriculteurs qui participent, et mon souhait, c'est que cette plateforme, ce pôle agroalimentaire qui regroupe la Chambre, qui regroupe les chambres de métiers, qui regroupe les chambres de commerce et d'industrie, qui regroupe bien sûr les agriculteurs et les collectivités, départements, mais aussi intercommunalités du département, eh bien, puisse, à échéance et à terme, eh bien, vivre de ses propres ressources, puisque quand on participe à une marque, eh bien, on paye quelque chose. Quand on a préparé, je vous ai dit, ça me fait penser à C'est qui le patron, cette fameuse marque lancée par un industriel, par un agriculteur qui produit du lait. C'est un peu la même démarche. C'est exactement avoir une marque emblématique de vos agriculteurs du cru. C'est-à-dire, c'est de permettre aux agriculteurs, avec ce pôle agroalimentaire, de peser suffisamment vis-à-vis, bien sûr, des revendeurs, mais aussi de structurer les filières. Et ce qui nous permet, nous aussi, collectivités, qui avons quand même des leviers qu'il ne faut pas oublier, et nous le faisons au niveau de nos collèges, c'est de faire une alimentation durable. Aujourd'hui, dans les collèges du département de l'Isère, c'est plus de 50%
du repas qui est issu d'une agriculture locale. Déjà plus de 50%? Déjà plus de 50%. En locavore. L'objectif, c'est 100%. Et ça, on le fait à des prix, on fait un prix du repas à 2 € pour nos collégiens, ce qui permet d'augmenter la quantité et de faire encore mieux connaître les produits ISER et d'éduquer les jeunes à la bonne alimentation, parce que c'est aussi ça, de comprendre l'importance de l'agriculture, si on éduque la jeunesse. Sophie Pantel? Oui, donc je voulais intervenir dans le même sens. Je pense que l'objectif, c'est vraiment de permettre à nos agriculteurs d'avoir un revenu décent, de garder la valeur ajoutée. On ne sera jamais concurrentiel avec d'autres agricultures chez nous, donc c'est vraiment sur la qualité qu'il faut miser. Et au moment de la crise de la vache folle, nous aussi, nous avons créé la marque de Lozère. Donc c'était notre agence économique à l'époque qui est devenue agence d'attractivité, qui porte ça avec un cahier des charges, les 3 consulaires, les 3 chambres consulaires. Donc ça fonctionne aussi très bien. Et puis je pense qu'en termes d'éducation, il y a ce qu'on peut faire évidemment avec les touristes. Nous, les éleveurs organisent souvent des visites de ferme, ce genre de choses. Et puis le travail de fond aussi. Moi, je reviens toujours au portage politique et au travail de fond. Et sur, par exemple, nous avons lancé un PAT, c'est un programme alimentaire territorial. C'est-à-dire qu'on a embarqué tout le monde avec nous sur cette question de l'alimentation et indirectement aussi de la santé. On avait commencé par agri-local aussi pour nos collèges. Mais ça va bien au-delà et ça permet aussi d'être sur cette économie circulaire et toujours cette idée de valeur ajoutée. On part de nos atouts, de nos aménités et on crée la valeur ajoutée pour que les gens qui vivent sur notre territoire, ils puissent y vivre bien. Merci Madame la Présidente. Je voudrais qu'on remercie les 3 présidents qui sont intervenus sur la ruralité et agriculture. Merci à tous les 3 et Nicolas Pereira qui nous a quittés et qui est intervenu pour nous éclairer et lancer la discussion. Et je vais appeler à nouveau le président Leblois et le président Leboeuf pour qu'ils me rejoignent ici, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît, rejoignez-moi. On va évoquer ce livre vert. Vous allez nous présenter cette démarche. Prenez un micro, s'il vous plaît, président Leblois. Président Leboeuf, où êtes-vous? Où êtes-vous? Il arrive. Président Leboeuf, je vous cherche du regard. Où est-il? Où est-ce qu'il est? Là. Ah, bah alors. C'est vous qui êtes intervenu pour qu'on présente le livre vert et vous disparaissez. Monsieur le Président, venez, je vous en prie. Prenez un micro peut-être. Voilà. Venez à ma droite. Voilà. Alors, la transition écologique par les départements, qu'est-ce que c'est que ce produit que vous appelez le livre vert? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce livre vert, je pense qu'il est tout d'abord en écho à la question que vous avez posée. Comment accompagner les populations, comment accompagner nos territoires dans toutes les transitions que l'on connaît aujourd'hui. Et ce livre vert présente les grands principes de la doctrine des départements en matière de transition écologique. Donc c'est un premier livre, c'est une première édition qui demande une suite. Prenez-le, regardez-le. Il permet aussi de prendre connaissance des actions qui sont menées sur les territoires. Il y a un fil conducteur qui situe le département comme une collectivité dans laquelle on a un rôle à jouer, où on a notre place dans la gouvernance. Je parlais tout à l'heure de l'eau, on pourrait également parler des énergies renouvelables, on pourrait parler de la biodiversité. Et par rapport à ces enjeux-là, il y a à la fin de ce livre vert les engagements du département, les engagements des départements en direction de tous les efforts que l'on peut faire dans ces domaines et aussi les exigences que l'on a pour qu'on soit présent dans les différentes gouvernances. Bon, mais alors, comment il a été rédigé et par qui? C'est votre commission Transition écologique et développement durable ou c'est la commission que vous présidez, Travail énergie renouvelable? Oui, mais c'est en complémentarité, justement. On a bien travaillé ensemble. Moi, j'animais effectivement plutôt la partie dans cette transition écologique. Il y a la partie en particulier de transition énergétique. Et donc, nous avons beaucoup travaillé pendant plus d'une année
pour essayer de voir justement recenser tout ce qui se faisait au sein des départements. Les bonnes pratiques, c'est un partage de bonnes pratiques, ce livre vert. C'est un partage de bonnes pratiques et puis aussi des intentions. C'est-à-dire de montrer que ce qui est capable, ce qui est faisable dans un territoire, c'est transposable aussi. Et c'est pour ça qu'on veut aussi interpeller le gouvernement. Lorsque, sur la loi APER, on explique que finalement, le département n'a pas complètement sa place. Et moi, je le dis, si nous sommes pressés d'aller, si nous voulons aller vite sur cette transition énergétique, il y a un acteur incontournable qui va nous permettre justement d'accélérer l'introduction de ces énergies renouvelables sur nos territoires. C'est ce qu'on a essayé de démontrer, c'est ce qu'on a essayé de montrer concrètement au gouvernement, montrer concrètement à l'ensemble des collègues qui ne sont pas encore complètement lancés, j'ai envie de dire, mais une très grande majorité a déjà osé réaliser concrètement au cœur de nos territoires départementaux. Président Leblois, pour conclure. Oui, au-delà de la présentation des différentes actions que l'on a, c'est aussi un document de référence lorsqu'on peut échanger, discuter avec le gouvernement, avec les préfets et aussi avec les autres collectivités pour voir comment nos départements peuvent s'engager. Et pour l'instant, on peut l'avoir par un lien électronique. Alors, bien entendu, on peut le télécharger. Il y a la version numérique de ce livre vert. Donc, vous pouvez le télécharger. Et puis, avec Alain, on va les dédicacer. Alors, bien. Merci, messieurs. Les 103 départements agissent pour vous. Je vais vous reprendre vos micros. Voilà, merci beaucoup. Voilà, vous pouvez saluer de quelques applaudissements tout de même nos deux orateurs.